François Drainville en remplacement de M. Alain Goyette, qui est présentement dans la RRC de Nicolette Lemasca suite à une invitation pour une rencontre concernant les zones inondables. Alain est devenu dans notre MRC la référence en matière de zones inondables, tout ce qui touche nos municipalités. Alors, c'est avec plaisir qu'il a accepté l'invitation de cette MRC pour aller les informer sur les enjeux de ce dossier. Le procès verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de l'excitation du Sport tenu à l'Hôtel de Ville, lieu actuel de délibération du Conseil, ce mardi 12 novembre 2024, à compter de 19h40, à laquelle était présent en forme quorum sous la présidence de moi-même, François Drainville, M. Serge Boucher. Bonsoir. Mme Marie Sourchaine. M. Henri Rondeau. Bonsoir. M. Martial Denis. Bonsoir. Ainsi que Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Était aussi présente Mme Nancy Gartel, directrice générale du Café à Thésorienne. Bonsoir. Au point 1, Mme l'ouverture de la séance. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption et suivi des procès-verbaux. Au point 1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2024. 4, administration. 4.1, approbation des comptes payables et payés. 4.2, dépôt de rapport de permis émis le 31 octobre 2024. 4.3, renouvellement de l'entente à titre de procureur de la Cour municipale cabinet Bélanger-Sauvé. 4.4, renouvellement de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé. 4.5, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. 4.6, séance extraordinaire du budget 2025 et du programme triennal d'immobilisation. 4.7, adoption du règlement 307-2020 sur la régie interne des séances du Conseil de municipalité de législation de l'État. 4.8, renouvellement contrat de soutien Infotech. 4.9, autorisation de dépenses pour l'implantation du nouveau logiciel de gestion PRH Aurora de PG Solutions. 4.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement 298-2024 modifiant le règlement 298-2020 sur la gestion contractuelle. 4.11, adoption d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. En 5, correspondance 5.1. Agence municipale de 5.2, lecture de la correspondance et remerciements. 5.3, Recycle Québec, versement de la compensation 2024 pour la collecte sélective des matières recyclables. En 6, travaux publics. 7, sécurité publique. 8, hygiène du milieu environnement. 8.1, tenue de la présentation publique sur les zones inondables. 9, urbanisme. 9.1, avis de motion et dépôt de règlement et dépôt du projet de règlement 297-2024 caractère provisoire visant à interdire temporairement l'émission d'autorisation municipale à l'égard de travaux de remblayage ou de remplissage de fossés susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales selon l'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les ponceaux d'entrée chantière, du remplissage des fossés et des travaux de drainage pour une période de 2 ans. 10, posuriculture. 10.1, demande de contribution financière club des loisirs et du sport. 10.2, journée internationale des bénévoles 5 décembre 2024. 10.3, vœux du temps des fêtes à CTA. 11, période de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. Et 12, levée de l'Assemblée. Quelqu'un qui propose l'ordre du jour. Monsieur Serge Boucher propose. Merci à M. Martial pour 10 secondes. Mon d'accord. Merci. 3. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2024. Une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2024 a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant le début de la présente séance, tel que prévu l'article 148 du Code municipal. Attendu que les membres du Conseil aient individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2024, attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, le suppléant demande aux membres du Conseil si le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2024 est conforme aux décisions. Est-ce que c'est conforme à ce qu'on a discuté? Puis si oui, le JPS peut proposer un secondaire. Mme Jacinthe Drainville propose, M. Henri Rondeau, seconde. C'est unanime? Oui. 4, administration. 4.1, approbation des comptes payables et payés.
attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser les dépenses de la directrice générale et de l'affaire trésorière, attendu que la directrice générale et de l'affaire trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu des listes remises au conseil municipal. Je vais demander à Mme la directrice de nommer les montants sur la mise d'ordre. Parfait. Alors, en premier chiffre, un ministre des Finances de 44 194 $. Ça, c'est le deuxième paiement de deux pour les services de la Sûreté du Québec. Ensuite, on a la FQM Assurance 9 764 et 22 sous pour notre renouvellement qu'on avait adopté la résolution au dernier procès verbal, donc pour l'annuel. Ensuite, on a Pierre Bertrand, notre expert pour les zones inondables, 1316 et 46. C'est la personne qui nous a aidé à rédiger la mémoire. Ensuite, on a 1379,54 sous pour les DAS fédérales, 3812,22 pour les DAS provinciales. Ensuite, on a les faits des employés et élus. EBI, collecte des ordures et la collecte sélective, 3932,44 sous. Les compteurs de compte, 1904,72 sous pour de l'inventaire, pour qu'on puisse avoir ici à la municipalité des compteurs pour les citoyens. SCL, coupe de gazon, 1230,23 sous. Dernière facture pour cette année, donc la facture d'octobre pour la coupe de pelouse. Et Jubilee Expert Conseil 2571 pour les travaux de surveillance ayant fait aux travaux de réflexion 2024. Voilà. Le tout pour un total de 86 991 et 75. Ce que j'ai pas fait, pour ça. L'analyse prochaine propose. M. Martial, une seconde. C'est une OK, le dépôt du rapport de permis émis au 31 octobre 2004. On a 3 nombres de permis, 3 permis qui ont été émis pour une valeur de 5 200 $, un montant de 80 $ sur le coût des permis, pour un cumulatif de 784 700 $ en valeur émis depuis le début de l'année, puis un montant de permis de 835 $. C'est un dépôt. Un dépôt de 4.3. Renouvellement de l'entente à titre de procureur de la Cour municipale cabinet Bélanger-Sauvé. Tandis que la municipalité a mandaté le cabinet Bélanger-Sauvé pour les services de procureur devant la Cour municipale de la MRC de Dauphine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, attendu que le cabinet Bélanger-Sauvé a renouvelé le mandat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, attendu que la municipalité considère avantageuse de cette offre de services et est satisfaite des services rendus. En conséquence, il est proposé par et appuyé que la municipalité mandate que les Bélanger-Sauvé de Genève pour représenter devant la Cour municipale de la MRC de Dauphine selon les termes de l'offre de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, laquelle comprend les éléments suivants. Toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de municipalité relativement aux plaintes pénales, à l'émission des constats d'infraction et à leur gestion devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contacts téléphoniques avec la greffière et les autres officiers de la Cour municipale, la réception et la vérification des projets d'élit d'infraction, de constats d'infraction et de rapports d'inspection relatifs au traitement d'une plainte pénale devant la Cour municipale de la MRC, toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu'en soit le nombre en cours d'année, toutes les démarches relatives à l'assignation des témoins lorsque cela s'avère nécessaire, les entrevues avec les témoins et les officiers de municipalité, préalablement à la présentation d'une preuve en cour municipale, toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci relativement à la gestion des dossiers de plainte pénale de la municipalité auprès de la Cour municipale de la MRC, le tout pour un montant global et forfaitaire de 475 $ plus taxes et déboursés pour la période subventionnée. Quelqu'un qui propose, M. Serge-Boucher propose, on a mis sur le champ de parole, unanime. En 4.4, le renouvellement de l'entente forfaitaire relative à l'accès aux ressources juridiques du cabinet des Bélanger. Attendu que la municipalité souhaite maintenir l'entente de service forfaitaire qui existe présentement avec le cabinet Bélanger-Sauvé de Genève,
Attendu que dans cette perspective, le procureur de la municipalité nous a fait parvenir une proposition datée du 31 octobre 2024, valide pour toute l'année 2025. Attendu que cette proposition fait état des services juridiques suivants mis à la disposition de la municipalité moyennant une charge forfaitaire. Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il s'agisse du maire ou du directeur général et des inspecteurs, et ce, dans quelques dossiers que ce soit impliquant la municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques. Toute opinion verbale fournie par l'un des avocats du cabinet dans les domaines courants qui n'implique pas l'analyse du document ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières. La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs en conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique établie entre l'Ordre des comptables agréés et le barreau du Québec. Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l'accès à un avocat du bureau à l'occasion de la journée du vote par anticipation et lors de la tenue du scrutin. Tout autre service mineur dans le domaine juridique, suivant la pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente de ce type, telle que référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de certains textes lorsqu'ils sont disponibles. Attendu qu'il apparaît que cette proposition est avantageuse pour la municipalité, attendu que la directrice générale atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le fonds général de la municipalité, par ces motifs, il est proposé par et appuyé que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Que la municipalité retienne la proposition du service cabinet, du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l'ordre du 31 octobre 2024 pour un montant de 275 $ par mois, et ce pour toute l'année 2025, débourser les taxes en dessous. Ça va? Si quelqu'un qui peut le proposer, M. André Rodeau propose, Mme Jacinthe Brindley, une seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.5, dépôt de déclaration de pécuniaire. Alors, OK, ça fait. Conformément aux dispositions de l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans la municipalité, le Conseil prend acte de dépôt par la directrice générale et greffière territoriale de la déclaration de mise à jour annuelle des intérêts pécuniaires de chacun des membres du Conseil. Les déclarations d'intérêts pécuniaires de ces conseillers ont été reçues par la directrice générale et greffière territoriale en date inscrite plus bas. Le 12 novembre, Jérémy Lamienne, M. François Bréville, le 12 novembre, Mme Jacinthe Brindley, aussi le 12 novembre, Mme Maurice Cochin et M. André Rondeau et M. Serge Boucher, parmi aussi la sienne aujourd'hui. Par ailleurs, la directrice générale et la greffière transmettait au ministre des Affaires municipales une confirmation du dépôt de la mise à jour de la déclaration. C'est un dépôt de document. 4.6, séance extraordinaire du budget et du programme triennal d'immobilisation. Il est proposé par et appuyé que la séance extraordinaire du budget aura lieu le 18 décembre 2024 à 19h. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? M. Serge propose. La Maurice prochaine seconde. Tout le monde est d'accord? 4.7. L'adoption du règlement 307-2024 sur le régime interne sur la régie interne des séances du Conseil de municipalité de législation des Duport. Attendu que l'article 491 du Code municipal du Québec, qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre de la bienséance pendant les séances, attendu que la municipalité de législation des Duport désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 15 octobre 2024, qui avait été proposé par Mme Jacinthe Brindley, et résolu soit adopté. Alors, vu que la proposition est faite par Mme Jacinthe Brindley, je lui ai demandé si c'était le projet de loi, le projet de règlement. Je l'ai accepté à Mme Jacinthe Brindley. Le règlement sur la régie interne
Les séances du Conseil de la municipalité de visitation de l'île du Pop. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Séance du Conseil. Article 2. Les séances ordinaires du Conseil ont lieu conformément au calendrier établi par la résolution du Conseil aux jours et heures qui y sont fixés et qui peuvent être modifiés par résolution. Article 3. Le Conseil siège dans la salle des délibérations du Conseil en hôtel de ville de la visitation de l'île du Pop, située au 113 rue de l'Église et à tout autre endroit fixé par résolution. Article 3.1. Un membre du Conseil de municipalité peut, s'il le souhaite, participer à distance à une séance du Conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir et de s'entendre en temps réel. Dans le cas suivant, en raison d'un motif lié à sa santé pour un maximum de 3 séances ordinaires par année ou le cas échéant pour la durée indiquée dans un certificat médical attestant que la participation à distance du membre est nécessaire. Article 4. Les séances du Conseil sont publiques. Article 5. Les délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix. Article 6. À moins qu'il n'en soit fait autrement, étant dans la vie de convocation, les séances extraordinaires du Conseil débutent à 19h30. Ordre des quorums, article 7. Le Conseil est présidé dans ces séances par un maire ou le maire suppléant, ou à défaut par un membre choisi parmi les conseillers présents. Article 8. Le maire ou toute personne qui préside à sa place maintient l'ordre et le décorum et décide des questions d'ordre durant les séances du Conseil, sauf appel au Conseil. Il peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre. L'ordre du jour, article 9. Le greffier trésorier fait préparer pour l'usage des membres du Conseil un projet d'ordre du jour de toute séance ordinaire qui doit être transmis aux membres du Conseil avec les documents disponibles au plus tard 72 heures à l'avance. Le défaut d'accomplissement de cette formalité n'affecte pas la légalité de la séance. Article 10. L'ordre du jour doit être établi selon le modèle suivant. Ouverture de la séance. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 4. Administration. 5. Correspondance. 6. Travaux publics. 7. Sécurité publique. 8. Hygiène du milieu environnement. 9. Urbanisme. 10. Loisirs et culture. 11. Période de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. Et 12. Levée de l'Assemblée. Article 11. L'ordre du jour d'une séance ordinaire est complété et modifié au besoin avant son adoption à la demande de tout membre du Conseil municipal. Article 12. L'ordre du jour d'une séance ordinaire peut, après son adoption, être modifié en tout moment, mais alors avec l'assentiment de la majorité des membres du Conseil présent. Article 13. Les items à l'ordre du jour sont appelés suivant l'ordre dans lequel ils figurent. Appareil d'enregistrement. Article 14. Il est interdit de filmer et de photographier à l'intérieur du lieu où se tiennent les séances du Conseil municipal et l'utilisation de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra télévision ou autre est prohibée, sauf par ceux qui ont reçu une autorisation du Conseil. Le Conseil permet à CTRB d'enregistrer les séances. Article 15. L'utilisation d'un appareil d'enregistrement mécanique ou électronique de la voix est autorisée durant les séances du Conseil municipal, à la condition que l'utilisation de l'appareil soit faite silencieusement et sans d'aucune façon déranger la tenue de l'Assemblée. L'appareil utilisé devra demeurer en la possession physique de son utilisateur ou encore être déposé sur une table ou sur un espace désigné et identifié à cette fin. Ni l'appareil d'enregistrement, ni le micro ou toute autre composante de cet appareil ne devront être placés sur la table du Conseil devant celle-ci ou à proximité de celle-ci ou à un endroit autre que ceux ci-haut indiqués. Période de questions, article 16. Les séances du Conseil comprennent une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil. Article 17. Cette période est d'une durée maximum de 30 minutes à chaque séance, mais peut prendre fin prématurément s'il n'y a plus de questions adressées au Conseil. Les personnes qui résident sur le territoire de la municipalité ou qui sont propriétaires d'un immeuble ou occupants d'un établissement d'entreprise situé sur ce territoire ont priorité pour poser une question. S'il reste du temps, après que ces personnes aient posé leur question, toute autre personne peut poser une question au Conseil municipal. Article 18. Tout membre du public présent désirant poser une question devra s'identifier au préalable,
s'adresser au président de la séance, déclarer à qui sa question s'adresse, ne poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi qu'une nouvelle sous-question lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu'à l'expiration de la période des questions. Et s'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux ou libellé. Article 19. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi le président de la séance peut mettre fin à cette intervention. Article 20. Le membre du conseil à qui la question est adressée peut soit y répondre immédiatement, y répondre à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit. Article 21. Chaque membre du conseil peut, avec la permission du président, compléter la réponse donnée. Article 22. Seules les questions de nature publique seront permises par opposition à celles d'intérêt privé ne concernant pas les affaires de la municipalité. Article 23. Tout membre du public présent lors d'une séance du conseil qui désire s'adresser à un membre du conseil ou au directeur général ne peut le faire que durant la période de questions. Article 24. Tout membre du public présent lors d'une séance du conseil qui s'adresse à un membre du conseil ou au directeur général pendant la période de questions ne peut que poser des questions en conformité des règles établies aux articles 18, 19, 22 et 23. Article 25. Tout membre du public présent lors d'une séance du conseil va s'abstenir de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout autre geste susceptible d'entraver le bon déroulement de la séance. Tout membre du public présent doit faire preuve de respect à l'endroit des membres du conseil et des autres membres du public présents dans la salle. Article 26. Tout membre du public présent lors d'une séance du conseil doit obéir à une ordonnance de la personne qui préside l'Assemblée ayant trait à l'ordre et au décorum durant les séances du conseil. Demande écrite, article 27. Les pétitions ou autres demandes écrites adressées au conseil ou à l'un des membres ne sont ni portées à l'ordre du jour ni lues lors de l'Assemblée, sauf dans les cas prévus à la loi. Procédure de présentation des demandes, résolution et projet de règlement. Article 28. Un élu ne prend la parole qu'après avoir signifié, en levant la main, son intention de se faire au président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée donne la parole à l'élu selon l'ordre de demande. Article 29. Les résolutions et les règlements sont présentés par l'élu qui explique le projet au conseil ou à la demande du président par le greffier des trésoriers. Une fois le projet présenté, le président de l'Assemblée doit s'assurer que tous les membres du conseil qui décident de se prononcer sur la question ont eu l'occasion de le faire. Une fois le projet de résolution de règlement présenté et que tous les membres du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l'occasion de le faire, un membre du conseil peut présenter une demande d'amendement au projet. Article 30. Lorsqu'une demande d'amendement est faite par un membre du conseil, le conseil doit d'abord voter sur l'amendement présenté. Lorsque l'amendement est adopté, le conseil vote alors sur le projet original tel qu'amendé. Lorsque l'amendement n'est pas adopté, le conseil vote sur le projet original. Les règles applicables au vote sur le projet original s'appliquent au vote d'amendement. Article 31. Tout membre du conseil peut, en tout temps durant le débat, exiger la lecture de la proposition originale ou de l'amendement et le président ou le trésorier, à la demande du président ou du membre du conseil qui préside la séance, doit alors en faire la lecture. Article 32. À la demande du président de l'Assemblée, le greffier trésorier peut donner son avis et présenter des observations ou suggestions qu'il juge opportunes relativement aux questions en délibération. Vote. Article 33. Les votes sont donnés à vive voix sur réquisition de membres du conseil et sont inscrits au livre des délibérations du conseil. Article 34. Sauf le président de l'Assemblée, tout membre du conseil municipal est tenu de voter sous peine des sanctions prévues à la loi, à moins qu'il en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Article 35. Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, sauf lorsque la loi demande une autre majorité. Article 36. Lorsque les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative. Article 37. Les motifs de chacun des membres du conseil lors d'un vote ne sont pas consignés au conseil local.
Ajournement. Article 38. Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée par le Conseil à une autre heure du même jour ou à un autre jour subséquent sans qu'il soit nécessaire de donner avis de l'ajournement aux membres qui n'étaient pas présents. Aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération lors d'un ajournement d'une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du Conseil sont alors présents et y consentent. Article 39. 2 membres du Conseil peuvent, quand il n'y a pas quorum, ajourner la séance 1 heure après que le défaut de quorum a été constaté. Lors de l'ajournement, les noms des membres du Conseil présent doivent être inscrits au procès-verbal de la séance. Dans ce cas, un avis spécial écrit de l'ajournement doit être donné par le greffier trésorier aux membres du Conseil qui n'étaient pas présents lors de l'ajournement. La signification de cet avis doit être constatée à la reprise de la séance ajournée de la même manière que celle de l'avis de convocation d'une séance extraordinaire. Pénalité, article 40. Toute personne qui agit en contravention des articles 14, 15, 18e, 23 à 26 et 28 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction, 400 $ pour une récidive. La dite amende ne devant en aucun cas être supérieure à 1 000 $. Les frais pour chaque infraction sont en dessous. À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec. Article 41. Disposition interprétative et finale. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux membres du Conseil municipal. Article 42. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Merci, Mme Isabelle. C'est pas très bon. On va commencer si c'est la chose que je n'ai pas compris l'article 4. Mme Noël nous proposait qui en fait qui seconde. Je suis André Rondeau seconde. Tout le monde est d'accord? Oui, je suis en tête. Oui, je c'est profiter des forces et des faiblesses de chacun. Ça, c'est le c'est bon, hein? Non, ça, c'est une force. Utiliser la force, c'est la Bon, 4.8, maintenant, le renouvellement de contrat de soutien fauteuil. Considérant que la municipalité détient un contrat de soutien pour le système de gestion financière avec les fauteuils. Considérant qu'Infotech a déposé la facturation annuelle pour le contrat de soutien pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, concernant 2 écrans au montant de 6 637 $, plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé par les appuyés d'autoriser le versement de 6 637 plus les taxes applicables pour le contrat du soutien pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 130 00 410. Qui en fait la proposition? Mme Cauchon en propose. M. Martial Veillé-Seconde, tout le monde est d'accord? Oui. Le point 9, autorisation de la dépense pour l'implantation du nouveau logiciel de gestion PRH Aurora de PG Solutions. Considérant que PG Solutions se prépare à moderniser toute la structure des logiciels sur une nouvelle plateforme Aurora, considérant que le premier bloc à moderniser sera Aurora PRH, considérant que les travaux de modernisation se feront durant l'année 2025, en conséquence, il est proposé par les appuyés, que le conseil municipal accepte l'offre de service de PG Solutions pour la mise en place de Aurora PRH et autoriser la dépense pour une somme de 5 687,50 $ plus les taxes applicables. Cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 130 00 410. Qui en fait la proposition? Mme Bernard propose et M. André Rondeau seconde. Tout le monde est d'accord? 4.10. La motion et dépôt du projet de règlement 298-2024 modifiant le règlement 298-2020 sur la gestion contractuelle. Ça prend quelqu'un qui va donner l'émotion. Je sais que c'est André, c'est sa chance. Qui en fait la l'émotion? Qui dépose l'émotion? Oui, je l'ai. M. Serracher.
C'est ça. Et moi, oui, bon, ben, moi, là, j'ai fait comme Ça, c'est un métier en aussi, je voyais. C'est quelque chose que je vais proposer. C'est la démotion et le bon. C'est parti. À l'immotion et le dépôt du faire le règlement 298-2024, modifiant le règlement 298-2020 sur la gestion contractuelle. Je donne des motions. Parfait. Et le dépôt. Et le dépôt. Merci, monsieur. Alors, le règlement numéro 298. Oui, ça, la comparaison, je peux le lire, par exemple, là, tu vois. Bon, aussi, oui, pas Non, ça me ferait, si tu veux le lire. Je lis tout à l'heure. Vas-y, micro, puis on le. Projet de règlement 298-2024 modifiant le règlement 298-2020 sur la gestion contractuelle. Attendu que le règlement numéro 298-2020 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité le 10 août 2020, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Attendu que la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives sanctionnées le 8 décembre 2023, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, sanctionnées le 6 juin 2024, modifie certaines dispositions du Code municipal relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les municipalités dans leur règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle pour ajouter les dispositions rendues obligatoires par ces lois, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement est déposé et présenté à la séance du 12 novembre 2024, l'article 8 du présent règlement 298-2020 sur la gestion contractuelle est remplacé par l'article suivant. Lorsque cela est possible, et dans l'intérêt de la municipalité, les biens et les services québécois, ou autrement canadiens, de même que les entreprises ayant un établissement au Québec ou ailleurs au Canada sont préférées à tout autre concurrent lors de l'attribution d'un contrat de gré à gré ou lors d'envoi d'une invitation écrite à soumissionner lorsque le montant de la dépense est sous le seuil déterminé par le ministre obligeant de procéder par appel d'offres publiques. Pour les contrats de gré à gré, la municipalité favorise l'envoi de demandes de prix auprès de ces entreprises en priorité à tout autre concurrent lorsque de telles demandes sont justifiées. En cas d'égalité des prix, de la qualité des services ou, plus largement, de toute offre comparable sur ces éléments essentiels entre une entreprise québécoise et une entreprise canadienne, la municipalité favorise l'attribution du contrat à l'entreprise québécoise. Pour les contrats adjugés à la suite d'une invitation écrite à soumissionner, s'il ne lui est pas possible ou s'il n'est pas dans son intérêt de se limiter à ces personnes, la municipalité révise son besoin afin de déterminer si une nouvelle formulation peut permettre de les favoriser préalablement à l'envoi des invitations à soumissionner. Si malgré ces révisions du besoin, il demeure nécessaire ou dans l'intérêt de la municipalité d'inclure des personnes ne répondant pas à l'objectif du premier alinéa, la municipalité peut réviser sa stratégie contractuelle pour considérer l'attribution du contrat de gré à gré lorsque cela lui est permis. Lorsque les circonstances ne permettent pas ou ne justifient pas de favoriser de telles entreprises, la municipalité peut conclure un contrat avec un autre concurrent. Le règlement numéro 298-2020 sur la gestion contractuelle est modifié par l'insertion après l'article 9 de l'article numéro 9.1. Cet article dit lorsque la municipalité utilise la mesure de l'article 9 du présent règlement, elle procède à une rotation des co-contractants lors de l'attribution des contrats de gré à gré ou de l'invitation des personnes à soumissionner, si cela est possible et dans son intérêt. Cette rotation doit être faite selon les mêmes critères que ceux déjà élaborés pour la rotation des fournisseurs qui se voient attribuer des contrats de gré à gré au-delà du seuil monétaire de 25 000 $,
en vertu des dispositions du présent règlement de gestion contractuelle avec les adaptations nécessaires. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Alors, M. Serge-Boucher, quelle réponse? quel défaut du projet de loi? Monsieur Juge. 91 entend une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Considérant la sanction, le 1er juin 2022 de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, modifiant la charte de la langue française, considérant la charte édite un devoir d'exemplarité par l'administration exigeant notamment des organismes municipaux qui utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités, considérant que la politique linguistique de l'État entrée en vigueur le 1er juin 2023 s'applique aux organismes municipaux, considérant que le règlement sur la langue de l'administration et le règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'administration et les documents rédigés et utilisés en recherche complètent le régime juridique applicable à l'administration quant à l'utilisation du français et prévoit, en plus de celles énoncées dans la charte, des situations où une autre langue que le français peut être utilisé, considérant que, conformément à l'article 29.15 de la Charte, un organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la Charte et ses règlements d'application, et la réviser au moins tous les 5 ans, considérant l'obligation de transmettre cette directive ainsi que toute révision subséquente au ministre de la langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la municipalité de l'administration du sport. Conséquence, il est proposé par et appuyé d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la municipalité de l'administration de l'île du Pas en annexe, que la directive de la municipalité de l'administration de l'île du Pas remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er janvier 2023, que cette directive sera transmise au ministre de la langue française, publiée sur le site Internet de la municipalité, diffusée au personnel de la municipalité et révisée au moins tous les 5 ans. Alors, je demande quelqu'un qui propose. M. André Rondeau propose. Mme Jacinthe Daniel Seconde, tout le monde est d'accord? Oui. Point 5, correspondance 5.1, Agence municipale 9.1, dépôt d'une communication datée du 15 octobre 2024, reçu de l'Agence municipale 9.1, nous confirmant qu'un montant de 325,09 a été versé en notre nom à COCA pour dépôt direct pour la période d'août 2024. Il s'agit du versement de la mise mensuelle de la taxe de financement décembre d'urgence notoire. Maintenant, 5.2, lecture de la correspondance et l'avertissement reçu de Mme Isabelle Milliard, directrice du développement et partenariat pour Centraide de notre une correspondance qui faisant part de ses remerciements pour notre don financier, c'est le dépôt de document. 5.3, Recyc Québec, versement de compensation 2024 pour la collecte sélective de matières recyclables. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 31 octobre 2024 reçue de Recyc Québec, confirmant l'obtention de la compensation 2024 au montant de 22 109,94 $ dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective de matières recyclables. C'est le dépôt de document. Faire un courrier qui n'a aucun point sécurité publique, qui n'a aucun point hygiène du milieu environnement 8.1, tenu de la présentation publique sur les zones inondables aux citoyens. Considérant que le mémoire de la municipalité de l'administration de l'île du Pas relative au projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique dans les zones inondables et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations a été déposé dans le cadre de la consultation publique sur la modernisation des règles pour les zones inondables et en milieu hydrique tenue par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des terres. Considérant que le conseil municipal tient à présenter à ses citoyens le dit mémoire, considérant que le mémoire sera présenté par le conseil municipal en présence de M. Pierre Bataille, expert consultant, développement durable et éco-ingénierie,
qui a participé à la rédaction et à l'élaboration du mémoire. En conséquence, il est proposé par les réguliers que la présentation publique aux citoyens de la municipalité de l'extension de l'île du Port du mémoire relatif au projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations se tiendra le 28 novembre 2024 à compter de 19h à l'église de la municipalité. Que le directeur général et le préfet territorial soient autorisés à régler les dépenses découlant de la préparation et de la présentation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose? M. Rondeau propose. Mme Jacinthe Rondeau-Solon. C'est unanime? Oui. Merci. Avis de motion et dépôt de projet de règlement 297-2024 à caractère provisoire visant à interdire temporairement l'émission d'autorisation municipale à l'égard de travaux de remblayage de remplissage de fossés susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales selon l'article 11 du règlement 297-2020. Concernant les consos d'entrée châtière, le remplissage des fossés et des travaux de drainage pour une période de 2 ans. Avis de motion est donné par qui entend proposer lors de la présente séance le règlement numéro 297-2024 à caractère provisoire visant à interdire temporairement l'émission d'autorisation municipale à l'égard des travaux de remblayage ou d'assainissement des eaux pluviales selon l'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les consos d'entrée châtière, du remplissage des fossés et des travaux de drainage pour une période de 2 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dépose la motion? Martial, M. Bellier va déposer la motion. Projet de règlement 297-2024 à caractère provisoire visant à interdire temporairement l'émission d'autorisation municipale à l'égard des travaux de remblayage ou de remplissage de fossés susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales selon l'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les consos d'entrée châtière, du remplissage des fossés et des travaux de drainage pour une période de 2 ans. Attendu qu'en vertu des articles 29 et suivants de la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut adopter un règlement à caractère provisoire afin d'interdire pour une période n'excédant pas 2 ans toute intervention considérant exécuter des travaux à utiliser un immeuble lorsque celle-ci serait susceptible de créer des besoins excédant la capacité de système d'alimentation en eau ou d'assainissement du eau. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de maintenir une gestion optimale des eaux pluviales sur son territoire, incluant les terrains lui appartenant, dont sur les emprises de rue, en réglementant adéquatement tous travaux qui peuvent être réalisés et qui sont susceptibles d'affecter la gestion municipale des eaux pluviales. Attendu que l'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les consos d'entrée châtière du remplissage des fossés et des travaux de drainage prévoit une série de conditions et de normes pour obtenir une autorisation municipale d'effectuer des travaux personnels privés par les citoyens de remblayage, de remplissage de fossés situés dans l'emprise municipale. Attendu qu'il est nécessaire d'interdire à tout le moins temporairement l'émission d'une autorisation municipale à l'égard de tels travaux, puisqu'ils sont susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales. Attendu qu'il est nécessaire de permettre à la municipalité d'avoir le temps de planifier et de réaliser ses normes et conditions pour ces travaux afin que le Conseil puisse les réévaluer adéquatement, effectuer une consultation publique et requérir des conseils de professionnels ici requis. Attendu que la municipalité est proactive en matière de gestion des eaux pluviales et que plusieurs mandats ont été donnés en ce sens, dont la résolution 151-09-2024 relative à la problématique du drainage pluvial sur le Saint-Anneau, la résolution 103-05-2023 pour les travaux de réflexion de la voirie et du drainage durant l'île du Port côté est, ainsi que la résolution 12-01-2024 poursuivant ces travaux en 2024. Attendu que l'avis des professionnels consultés lors des récents travaux, dont dans le cadre des travaux de la voirie et du drainage sur une section durant l'île du Port, ont mis en lumière
l'importance de la gestion municipale des fossés de drainage ouverts ou leur nécessité dans le cadre de la gestion municipale des eaux pluviales, attendu que la municipalité est consciente des nombreux avantages des fossés ouverts non remblayés dans la gestion des eaux pluviales, dont en matière de sécurité, d'environnement, de réduction des coûts de gestion et d'entretien, attendu que la municipalité est consciente de certains désavantages liés à la fermeture de fossés sur la gestion des eaux pluviales, sur l'impact sur le profilage des fossés, sur la surcharge du système de gestion et d'assainissement des eaux pluviales, attendu que l'impact des pluies diluviennes du 9 août a affaibli l'accent qui doit être mis par la municipalité pour la gestion de telles précipitations, qui est facilitée par des fossés ouverts, dégagés, libres de sédiments et dont le profilage est conforme à une planification d'ensemble, attendu que tous travaux au fossé de drainage des eaux pluviales sont susceptibles de créer des besoins excédant la capacité d'un système d'assainissement des eaux pluviales, attendu que conformément aux articles 21 et suivants, et aux articles 66 et suivants de la loi sur les compétences municipales, la municipalité a compétence en matière d'environnement, d'alimentation en eau, l'eau et assainissement des eaux et en matière de voirie sur les voies publiques, attendu que les interdictions visées au présent règlement peuvent être reconduites au moyen de nouveaux règlements à caractère provisoire, tels que le prévoit l'article 29 de la loi sur les compétences municipales. L'article 1, le préambule, fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2 est interdit temporairement, pour une période de 2 ans, pour la municipalité de procéder à l'émission d'une autorisation municipale à l'égard d'une demande de travaux de remblayage ou de remplissage de fossés susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales déposé selon l'article 11 du règlement numéro 297/2020 concernant les consours d'entrée chartière, de remplissage des fossés et des travaux de drainage. Article 3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi pour une période maximale de 2 ans, à moins de reconduction. Les interdictions visées au présent règlement peuvent être reconduites au moyen de nouveaux règlements à caractère provisoire, tels que le prévoit l'article 29 de la loi sur les compétences municipales. Article 4. Le présent règlement cesse d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur du règlement statut sur les nouvelles normes et remplaçant l'article 11, règlement numéro 297/2020 concernant les consours d'entrée chartière, sur l'absage des fossés et des travaux de drainage. Monsieur, c'est le dépôt de règlement du projet de motion. Du projet de règlement, pardon. Oui. Voilà, ce règlement est disponible pour les consultations municipales, si jamais. On continue à 10. 10, aux agricultures, demande une contribution financière que les loisirs de l'UTFA. Considérant la demande de contribution financière du 4 novembre 2024 du Club des loisirs de l'UTFA, considérant que le Club des loisirs de l'UTFA aimerait organiser différents événements pour les familles et les enfants et que pour en faire un succès, il doit acheter des matériaux, louer des équipements divers, contracter des artistes comédiens, des animateurs afin de permettre la tenue de cette activité. Il est proposé par les employés que le conseil municipal autorise une contribution financière de 2 500 $ au Club des loisirs de l'UTFA afin de soutenir et à développer et améliorer l'offre des loisirs dans notre municipalité pour les citoyens. Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 720 90 970. Quelqu'un qui propose, M. Serge Boucher propose. André, ça, M. Non, M. Bellé, c'est bon. C'est un vaccin. C'est un vaccin. Oui, je peux profiter de l'occasion pour inviter les gens du COA à notre spectacle de magiciens et de chiens le 21 décembre. OK, parfait. À 2 heures. À 2 heures l'après-midi. Parfait. Ça, c'est dans l'état d'un peu de détail. Oui, c'est un magicien qui nous a proposé avec des chiens. C'est un spectacle d'1 heure. Dans l'église de l'UTFA. Parfait. Merci. Merci. On va sûrement nous annoncer sur le site. Oui. Merci.
10,2 Journée internationale des bénévoles, 5 décembre 2024. Considérant que plus de 2,3 millions de bénévoles s'impliquent quotidiennement au Québec, considérant que la municipalité de législation du Port reconnaît l'impact indéniable de cette implication bénévole, considérant que l'implication de ces bénévoles a un fort impact sur le dynamisme de notre communauté, considérant que l'implication de ces bénévoles contribue à assurer le filet social et humain pour les personnes vulnérables vivant sur notre territoire, considérant que l'ONU a déclaré en 1985 que la journée du 5 décembre devenait la journée internationale des bénévoles, en conséquence, il est proposé par et appuyé que la municipalité de la législation du Port reconnaisse le 5 décembre 2024 comme étant la journée internationale des bénévoles, que la municipalité de la législation du Port profite de cette occasion pour remercier publiquement l'ensemble des bénévoles impliqués au sein des différents organismes, au sein des différentes organisations présentes sur le territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Madame Chancelier qui propose? M. Marcel Pélissaillard, tout le monde est d'accord? Oui. 10.3, but dans les fêtes à CTRP. Considérant que l'offre de diffusion des vœux de Noël est pour CTRP une façon de financer notre télé régionale, que l'auditoire est à la hausse et qu'il travaille très fort pour offrir des émissions de qualité, considérant qu'il offre un tarif concurrentiel de 125 $ plus taxes, une diffusion quotidienne, minimum de 2 par jour, de notre message de Noël, et qu'ils nous remettront une copie du clip que nous pourrons utiliser sur tous nos réseaux sociaux, que les clips seront diffusés sur leurs ondes, télé et réseaux sociaux entre le 19 décembre et le 5 janvier 2025. En conséquence, il est proposé par et appuyé de payer un montant de 125 $ plus taxes et ainsi offrir nos vœux de Noël tout en contribuant au financement de notre télé régionale. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui. M. Serge Boucher propose, M. André Rondeau-Second, de d'accord. Oui. Maintenant, on est en 2.11, faire des questions et demande verbale de la part de l'assistance. Ce sont des questions ici, non? D'abord. Alors, à 8h31, notre jour est épuisé. Il est proposé par, qui propose avec l'Assemblée, Mme Maurice Cochon propose. Mme Jeannette Brinville, une seconde. C'est le de l'Assemblée. Merci tout le monde. Merci. Merci.